Salut Gringe, Salut, ça va? ça va et toi? Ça roule. Est-ce que très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Guillaume, alias Grain. Je suis artiste, je le dis modestement, mais j'aime toucher un petit peu à tout. Je fais un peu de ciné, j'ai sorti un bouquin, j'attaque bientôt l'écriture du deuxième. Je fais un peu de rap aussi, encore, un peu de musique. Et voilà, je me sens artiste. Ok. Tu commences la musique en public avec du coup Orelsan en étant son backer et ensuite en duo avec Casseur Flotteur. Est-ce que à cette époque-là, tu n'avais pas peur de te lancer directement dans un gros projet avec Orelsan qui avait déjà Non, une parce belle qu'on se carrière? connaissait déjà de longue date, tu vois. Donc tout s'est fait naturellement. C'est un peu vertigineux toujours les premières dates où quand tu back, où tu veux bien faire les choses, où il faut s'adapter aussi à l'artiste en front et tout. Mais c'est comme on se connaissait, je pense qu'on avait déjà des automatismes tous les uns les autres. Et puis j'ai commencé, il n'y avait pas seulement Aurel sur scène, il y avait aussi Ablaye et Scred, tu vois. Donc on était vraiment, on avait transposé le salon dans lequel on vivait tous les jours sur scène. Et donc pour un premier plongeon dans le grand bain, c'est plutôt confort. Ok. Et déjà à l'époque, tu avais des envies de te lancer en solo? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ça m'allait parfaitement d'être backer et de rester tranquille dans mon coin. Euh, mais non, je sais pas, je crois que c'est quand après le chant des sirènes. Après le chant des sirènes, on s'est posé la question, ils m'ont posé la question, on dit est-ce que vous avez envie de faire un projet de groupe. Je pense qu'Aurel, ça l'a aussi, comment dire, un peu soulagé parce que sinon il fallait enclencher un troisième album. Et peut-être qu'il était un peu vidé, un peu rincé aussi. Et donc ça a été une parenthèse, on a ouvert la parenthèse Casseur, quoi, et ça a été la cour de récré pendant 4-5 ans, quoi. L'année dernière, du coup, tu as sorti ton deuxième album, Hypersensible. Après pas mal d'interviews, tu disais vouloir arrêter la musique. Comment, du coup, tu en es venu à refaire de la musique et à sortir cet album? Mais c'est vraiment des rencontres parce que je m'en suis rendu compte assez rapidement sur Enfant Lune. J'ai aimé faire cet album parce que je l'ai un peu fait avec ce que je disais à l'époque, les moyens du bord, les mecs étaient partis en tournée. Moi j'apprenais à faire un album en studio, mais j'étais solo avec mon ingé. Et je m'étais dit que c'était très cool, mais qu'il avait des défauts, a fortiori et tout, et que je m'étais dit voilà, soit si c'est pour me remettre une galère en studio, de trucs, je préfère me concentrer sur le ciné, sur l'écriture, pourquoi pas réinventer ma vie autrement, tu vois. Et c'est des rencontres, c'est Tigri, le jeune producteur de tout l'album, il a quasiment tout produit. Il a tout pensé, il a ramené des arrangeurs, enfin les gens qu'il fallait à chaque fois, des idées de featuring, des top liners. Et c'est cette rencontre avec lui, et c'est sa sensibilité, je sais pas, son culot, et puis son intelligence. Il a su capter aussi, je pense, un peu ma nature. Et les premières propales qu'il m'a faites, je crois que c'est des prods comme Effet de surplomb, où j'avais déjà des bouts de texte, et je me disais, ouais, ça rentre parfaitement. Il a capté vraiment l'environnement dans lequel j'avais envie comment je voulais enrober le morceau, et à chaque fois il me magnifie tout, quoi, tu vois. C'est cette rencontre, mais c'est comme sur tous les projets. Quand je m'engage sur un projet, je sais que généralement il y a une rencontre à l'origine qui fait un peu de déclic, quoi. Du coup, tu le trouves plus fini que ton premier album? Ouais, complètement. Ouais, en même temps il est très, peut-être un peu trop mainstream dans la production. Ça, c'est le défaut entre guillemets des jeunes générations de rappeurs et de beatmakers, c'est qu'ils sont déjà au top, ils ont déjà tout assimilé, tout synthétisé. Mais je suis hyper fier parce que voilà, dans le travail des textes, j'ai réussi à resserrer, à synthétiser ma pensée, je suis vachement plus précis, je trouve. Je suis plus relâché aussi, plus décomplexé pour aborder des choses intimes ou parfois pas, plus universelles. Euh, ouais, voilà, en gros, ce qui change, quoi. Ok, dans cet album, j'ai trouvé que tu étais très engagé en faveur de Gaza, contre l'extrême droite, les violents. Très engagé, je fais de petites références, ouais. Mais c'est quand même bien de le faire. Pourquoi avoir insisté là-dessus? C'est des sujets qui te préoccupent Ouais, bien sûr, quotidien? mais comme par la situation, il y a mille choses qui nous préoccupent et moi qui me préoccupent. Je suis pas politisé dans la vie de tous les jours. J'ai très peu voté dans ma vie, tu vois, depuis que j'étais en droit de pouvoir le faire et tout. Mais je m'intéresse, en fait, je chope des trucs, je mets très peu les infos, je filtre en vrai, c'est vraiment tout ce qui m'arrive. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc d'hypersensible, quoi. C'est vraiment tout ce qui m'arrive et que je digère et que mon cerveau traite sans que j'en ai forcément conscience. À la mort de Naël, de ce petit mec qui s'est fait fumer par un flic, tu vois, genre, j'ai été pris d'un sentiment de colère et d'injustice terrible. Et ça a déclenché l'écriture de Dupont, par exemple.
Mais après c'est un inventaire de phrases où je relève des trucs qui déconnent. Mais c'est ma vision de la chose, tu vois. Genre, c'est une synthèse, je sais pas comment dire, sur l'état d'urgence dans lequel on vit, pas seulement à Paname. Mais voilà, les bavures policières, ouais, cette espèce de truc autoritaire dans lequel on évolue tous les jours, quoi, qui est qui est anxiogène au possible. Il fallait que j'écrive un peu là-dessus. Et tu vois, pour désamorcer, comme je te dis, je suis pas politisé, j'ai des petites partouches. Je parle de ce fameux flic qui a gagné, qui est devenu millionnaire grâce à une cagnotte Litchi. Et je dis c'est bien mangé en faisant le régime de Vichy. Il y a aussi un truc qui me plaît dans l'écriture, tu vois, ça me permet d'être un peu égotrip aussi en dénonçant le truc, quelque chose que je considère comme une injustice. Mais je ne veux pas m'étendre non plus. Duplon, c'est 1 minute 30. Et après, je désamorce ça tout de suite avec quelque chose de plus universel et je m'interroge de manière un peu plus philosophique sur nos conditions d'humains et ce qu'on en fait, tu vois, avec effet de surplomb. C'est un diptyque, quoi, c'est un truc construit en réponse. Mais je m'étale pas par touche. Gaza, évidemment, tu vois. Et c'est vraiment, en plus, je l'écris au moment où, enfin, ça sort au moment où je l'écris, quoi. C'est vraiment l'écriture intuitive et j'ai besoin de le dire, quoi. Ok. J'ai volontairement pas parlé de ton premier album, Enfant Lune, du coup. Au tout début de la tournée, sur la première date à Metz, il n'y avait aucun morceau d'Enfant Lune. Après, tu as rajouté On danse pas. Pourquoi avoir mis complètement... Tu demanderas aux mecs qui m'accompagnent sur scène. Ils m'ont tanné avec ça et en vrai, j'avais envie de faire découvrir aux gens hypersensibles. J'avais pas spécialement envie de me remettre aussi dans des morceaux un peu tristounes comme Scanner, ou Pièces détachées, tu vois. Et donc, petit à petit, je me suis aussi déridé et je me suis un peu laissé faire et on a réintégré des morceaux de... Alors d'Enfant Lune, il n'y a pas grand chose, mais il y a On danse pas qui est taillé un peu pour la scène. Et en festival, c'est super. Voilà, mais surtout du Casseur en festival, on a un peu modifié la formule. En salle, c'était très hypersensible avec quelques touches de Casseur et d'Enfant Lune. Là, c'est quand même très Casseur, medley, et quelques partouches un peu de morceaux d'hypersensible pour faire découvrir aux gens l'univers de l'album. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté, et donc on essaie de trouver un équilibre entre les deux. Pour pas être conditionné au Casseur toute ta vie, quoi. Ouais, déjà, je pense qu'il y a un truc qui me fait chier où je m'emmerde très très vite et même si tu vois une tournée en salle plus les festivals, on fait 60 dates, c'est pas il y a des gens qui tournent beaucoup plus, mais déjà au terme de 60 dates, si je fais des morceaux sur lesquels un peu réchauffés ou tu vois, que j'ai plus envie de faire ou quoi, juste pour faire du fan service ou je sais pas comment on appelle ça, tu vois, ça va pas le faire. Je vais pas avoir envie de le chanter, de m'impliquer. Donc il faut trouver la formule qui puisse quand même plaire aux gens et, entre les nouveaux morceaux et un peu les petits classiques Casseurs et tout. Et moi, ce que j'ai envie de faire par plaisir, quoi, tu vois. Ok, je vois l'idée. Tu as débuté en 2006, du coup. Tu as connu cette époque où dans les concerts, il n'y avait pas de téléphone portable ou très peu. Comment tu as vécu cette évolution avec maintenant où il n'y a que ça, avec une surconsommation du show, où tu as peut-être 1000 personnes devant toi, mais tu en as 400 000 qui vont le regarder derrière sur Instagram ou TikTok? Très sincèrement, ça va faire un peu plus d'1 an que je me suis cyber-suicidé totalement, tu vois. Vraiment une phase de gothique. Mais vraiment parce que d'une, ça m'intéresse pas, que ça m'intéresse plus d'être dépendant de ça, de savoir ce qu'on va penser de ce qu'on a vu de moi sur scène ou en dehors. Je veux dire, encore une fois, tu vois, les concerts en salle, il y a un rapport de proximité avec les gens qui me plaît et qui me parle énormément parce qu'on est dans le concret, dans le réel. C'est retour à la réalité. Les réseaux, c'est vraiment... et tout est amplifié, rien n'est pondéré, c'est les plus oufs qui s'expriment, ça les éclate, il y a tout un truc. Et puis tout simplement, même quand tu fais bien les choses, tu vois, j'ai pas envie d'aller voir spécialement ce qu'on raconte. Ça m'appartient plus, quoi. Une fois qu'on a donné le show sur scène, je m'épargne ça, quoi. Ça me libère de l'espace là-haut, c'est très bien comme ça. Ok, t'as jamais pensé à, comme certains le font, comme Dinos, à interdire les téléphones à tes concerts? Non. Cette idée. Non, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis généralement, les gens, à mes concerts, ça chante. Et on est vraiment dans un truc de communion, d'esprit de partage. S'il y a des téléphones, j'ai pas de... je pense qu'un Dinos, je pense qu'il a pondu tellement de bangers en si peu de temps que les gens ont envie de choper. Il y a un truc aussi, tu vois, la fulgurance du gars quand il a commencé à péter jusqu'au Bercy, tu vois. Il y a un truc où
Nous, on est dans quelque chose de plus relâché. Moi, je suis pas une bête médiatique. D'ailleurs, j'aime vraiment plus faire ça, quoi. Tu vois, des interviews, les trucs, ça m'a gonflé et tout. Donc, ça me gêne pas après que les gens immortalisent. Mais il n'y a jamais foule de téléphone. Les gens, ils sont plutôt focus et ils chantent avec nous, quoi. Ok. Depuis quelques années, tu construis aussi une carrière du coup dans le cinéma. Comment ça t'est venu cet attrait pour l'acting? Est-ce que c'est après Commencer loin ou c'est même... Ouais, de toute façon, Commencer loin sert évidemment de tremplin, de starter. Mais moi, je suis d'une famille de comédiens à la base. C'est vraiment ma mère a été comédienne de théâtre professionnelle. Elle a donné des cours. Quand j'étais gamin, j'assistais. Je voulais pas y participer, mais j'y assistais. J'ai grandi dans des salles de spectacle parce que mon père était régisseur de salle depuis que je suis môme, tu vois. Et du coup, j'ai grandi avec des gens de scène, de théâtre, des danseurs, et je pense que c'est dans mon ADN artistique en tout cas, et familial, tu vois, il y a un truc. Et puis tout gamin, quoi, j'étais hypnotisé, absorbé par les écrans, et je trouvais ça fascinant. Et puis voilà, et puis Commencer loin, on le fait entre potes. Et je me rappelle dire aux gars, je crois que c'est l'endroit où je me sens le mieux. Et peut-être même plus qu'en studio ou sur scène quand on chante, tu vois. Sur un plateau de... Ouais. Et puis après, ça s'est fait naturellement. C'est Olivier Marchal qui vient voir notre film Commencer loin dans un festival où il est projeté, je crois. Et qui vient me voir à la fin pour me proposer un rôle dans son prochain. Et ça commence comme ça. Il y a Carbone, et puis après, des agents qui viennent me voir. Et voilà, je suis très content d'être avec mon agente et de tourner. J'adore ça, tu vois. Ok. Et du coup, comment tu ambitionnes la suite? J'ambitionne pas, frérot. Non, vraiment, pour le coup, s'il y a quelqu'un qui planifie rien, c'est moi. Donc je suis toujours un peu surpris de me retrouver sur des trucs. Des fois, là, je suis pris sur un prochain film qui est assez fou. C'est vraiment ça va être peut-être le film de l'année, tu vois, un grand film français et d'époque et tout. Et je suis ravi parce que je prends toujours ça comme des expériences neuves et nouvelles à chaque fois. Et j'aime ça, quoi. Tu vois, c'est une musique différente, le cinéma. C'est une musique collective, c'est du ping-pong, quoi. Il faut vraiment être à l'écoute quand tu as des scènes chorales. C'est pas, voilà, il y a une musique qui me plaît bien. D'un coup, je suis un peu plus tranquille dans ma tête. J'ai pas à me concentrer sur mes textes, sur mes trucs. Je me fous la paix, quoi, quand je joue. Et puis j'adore ça. J'ai beaucoup d'amour pour les histoires qu'on raconte à l'écran, l'implication des comédiens, le travail d'acting ou d'accompagnement d'un réalisateur. Vraiment, c'est tout un univers qui me fascine encore aujourd'hui. Et je suis ravi de pouvoir jouer de temps en temps. Ça m'éclate. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être attendre un happening dans le film d'Aurel, Yoroi, qui sort en fin d'année? Tu verras, ouais. Ouais, tu verras. Ce sera pour la surprise. Ouais, on garde la surprise entière. Ouais. Pour finir, j'aimerais un petit peu parler de ton livre, Ensemble on abat en silence, donc qui parle de la schizophrénie de ton frère, des yeux du monde par rapport à ça et de ton regard aussi. T'en parles aussi dans Scanner avec Léa Castel, et dans le morceau éponyme On abat en silence. Quelques années après la sortie du livre, donc 5 ans, est-ce que ça t'a libéré d'un poids? Est-ce qu'il a entre guillemets atteint le message que tu voulais qu'il atteigne, ou est-ce que tu rajouterais quelque chose aujourd'hui? Non, je crois que c'est le projet dont je suis le plus fier aujourd'hui parce que déjà d'avoir pu embarquer mon frère à mes côtés, j'ai trouvé ça hyper valorisant pour lui et puis mérité parce que je lui trouve des qualités littéraires incroyables et que le message, le propos allait bien au-delà, le fait de raconter nos histoires et la sienne surtout, c'était il y a une portée de toute façon universelle. Énormément de gens touchés par des troubles psychiques, tu vois. Et donc c'était important et je pense que c'est aussi comme ça que j'ai réussi à convaincre mon frère de se livrer. C'est compliqué pour quelqu'un de schizophrène d'aller dans l'intime et de parler de lui et même d'avoir conscience on n'a pas forcément le même recul, c'est très mental, c'est très à l'intérieur. Et puis il y a tout ce qui accompagne la schizophrénie, les hallucinations visuelles, sonores et tout, c'est quand même un bordel là-haut. Et donc le fait qu'il accepte de se mettre un peu à nu, tu vois, c'était une première victoire, mais il a compris que c'était hyper important pour les autres, tu vois. Et à partir de là, il s'est impliqué et ça a été magnifique. Et les rencontres qu'on a pu faire aussi dans le sillon de la sortie du livre, j'ai fait une pige de salon littéraire et j'allais dans des centres thérapeutiques ou des centres spé, tu vois, partager des moments avec des gens psychotiques. Et c'était épuisant émotionnellement, mais ça a été, à la fin, quoi, ça a été une espèce d'enrichissement et d'un coup, ça a donné du sens
à ma démarche. Et peut-être que ça a aussi orienté ma façon de voir l'art et la manière dont je voulais m'en faire moi, quoi. Les interviews, le côté mainstream, le truc dans lequel je suis arrivé au début, quoi, avec Casseur, et j'ai normalisé des choses qui ne l'étaient pas, tu vois, le fait d'avoir tout de suite des grosses scènes, des bus, des machins et tout. Et faire un projet comme le bouquin, ça te remet les pieds sur terre et à échelle humaine, et tu rencontres des gens à qui ça fait du bien. Et ça, c'est devenu le moteur maintenant. Tu vois, non, mais, Ça se voit que c'est un projet qui te touche beaucoup et qui te rend fier, je pense aussi. Ouais, complètement. Complètement, mais ça me rend fier parce qu'il a été utile, tu vois. Il a été utile pour nous. Tu parlais de mon frangin, je ne vais pas te faire un topo sur comment il vit. C'est toujours compliqué pour quelqu'un de psychotique. Ça lui a fait du bien, on va dire, au début. Mais même là, récemment, parce qu'il tu sais, il écrit des manuels, enfin, il a une espèce de recueil de poésie qu'il pourrait envoyer à des maisons d'édition, mais il ne veut pas se faire lire et tout. Et là, il commence à se dérider un peu avec ça. Donc je me dis que peut-être que le travail fait son chemin, la graine qu'on a plantée pousse, fait son chemin, tu vois, et peut-être que ça a germé dans sa tête. Mais c'était bien qu'on le fasse de toute façon, quoi. C'était réparateur. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que tu as un petit mot pour C'était Gringe pour Sonatine. Je vous fais plein de bisous.